La polémique sur le supposé détournement à l'université officielle de Mbuji-Mayi fait la une des médias ce jeudi depuis les chiffres contraires avancés hier par le ministre de l'ESU, des chiffres qui contredisent ceux de Isabelle Tshisekedi. Entre Mohindo Nzangi et Isabelle Tshisekedi, qui dit vrai? Élément à suivre dans ce journal. Et dans l'est du pays, les USA ont une nouvelle fois exigé au Rwanda de retirer son soutien aux rebelles du M23 dont les comportements dans l'est de la RDC ne laissent entrevoir aucune vraie intention de quitter les territoires sous son occupation. Et dans le monde, dans ce journal, le pape François a présidé ce jeudi la messe de suffrage de son prédécesseur Benoît XVI, qu'il a qualifié de fidèle ami de l'époux. Joseph Ratzinger sera inhumé ce jour alors que des milliers de fidèles catholiques ont afflué depuis tôt ce matin la grande place de la basilique Saint-Pierre. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50, l'affaire détournement à l'université officielle de Mbuji-Mayi. On en parle encore une fois dans ce journal. Qui de Isabelle Kibasa Tshisekedi et Mohindo Nzangi dit vrai au sujet du montant global du projet? La sortie médiatique du ministre de l'ESU a jeté le pavé dans la mare et a créé un grand flou sur ce projet important pour le mandat du président de la République. Pour la journaliste et influenceuse Denise Dussault, il y a bien eu détournement. Y a-t-il eu détournement ou pas? Combien coûtent exactement ces travaux de construction et qui le finance? Les voix sont désormais plus que discordantes depuis la sortie médiatique du ministre de l'ESU le 4 janvier dernier lors d'une visite d'inspection des établissements universitaires en reconstruction à Kinshasa. La polémique est d'autant plus ravivée que les internautes sur Twitter ont commencé à reposter la vidéo d'Isabelle Tshisekedi lors de son séjour à Mbuji-Mayi en fin d'année passée. La sœur du président de la République avait évoqué 42 millions de dollars alloués pour cette université, somme issue de la très critiquée taxe RAM, alors que le patron de l'ESU a parlé de 17 millions de dollars, en grande partie préfinancés par les entreprises exécutantes. Il y aura 35 000 mètres à aménager à terme de terrain, en termes de ceci. Ça va coûter au total 17 millions. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est des faussetés. Rebutée, l'influenceuse Denise Dussault, en première ligne dans cette affaire, a formellement contesté les chiffres avancés par Mohindo Nzangi. Je conteste. M. Mohindo Nzangi devrait savoir qu'à l'ère des nouvelles technologies en français de la communication, on ne fait pas ce qu'on veut. Nous sommes sur terrain. Je suis une femme d'origine kassaïenne et une question qui touche le Kasaï me touche particulièrement et mon ADN. Lorsque Madame Isabelle Kibasa Maliba, qui est la petite sœur du ministre du PTNT, Monsieur Kibasa, et elle est dans le méandre du pouvoir, dans le ventre, elle sait les tenants et les aboutissants des choses, qui nous avance 42 millions sur terrain, devant la presse du Kasaï oriental, devant le recteur de l'UOM, il ne peut pas venir parler de choses comme s'il se réveillait de son lit. Et je veux dire à Monsieur Mohindo Nzangi que dorénavant, une question qui touche le Kasaï, la province du chef de l'État, il devrait penser à 2-3 fois avant de s'avancer. La polémique de l'UOM fait partie des sujets qui ont poussé le chef de l'État à se rendre dans le Kasaï oriental. Constat sur le terrain, les infrastructures évoluent au compte-gouttes. Une grosse déception pour Félix Tshisekedi. Et on se rend dans l'est de la RDC après la période des festivités passées sous un calme relatif dans le Nord Kivu. Le porte-parole des FARDC dans cette province est revenu sur les tentatives d'occupation du M23 déjouées par les forces loyalistes dans le Massissi et plus particulièrement à Kichanga. Lors d'une réunion du comité provincial de sécurité exigée, les FARDC ont exigé des moyens pour pallier à plusieurs besoins liés à l'ouverture des routes dans le cadre de ravitaillement. Il s'est tenu la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité de l'an 2023 sous la présidence de M. le gouverneur militaire. Cette réunion était élargie à quelques secteurs. Différents points ont été abordés. C'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Le comité a examiné, entre autres,
les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et des Nouvel An. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. La route Nyanzani, Kikuku, Katiou, Kichanga et Goma est devenue impraticable, obstruant ainsi le passage des véhicules à destination de Goma, alors que cette dernière est restée l'une des voies importantes qui sert de trafic pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF. D'autres importantes mesures sécuritaires ont été également prises. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 15h30. Et dans le Nord Kivu toujours, les rebelles du M23 continuent de jouer double jeu. Annoncé se retirer une part, ces derniers dribblent et tentent de conquérir des territoires autre part. Les USA, eux, ont durci le ton en réitérant leur position contre le soutien du Rwanda à ces rebelles du M23. Nous sommes en ligne pour en parler avec le député provincial du Nord Kivu, Alain Siwaku. Il est avec moi en ligne. Bonjour monsieur le député. Les rebelles du M23 devraient normalement se retirer ce jour de Rumangabo, retrait annulé ou reporté, nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit. Quelle est votre position des faits sur le terrain? Une version sur le terrain, c'est qu'il y a une forte relation entre le M23 et les contingents de l'EAC. Et jusqu'à présent, ça fait plusieurs jours depuis que la population du Nord Kivu n'a jamais assisté à une guerre ou bien l'attaque de l'EAC contre les rebelles de M23, ce qui procure des doutes dans les esprits de la population du Nord Kivu. Non, l'EAC doit jouer un franc jeu parce que ce n'est pas bon de garder des choses à coulisses et surprendre les Congolais. On nous a dit que l'EAC vient neutraliser l'M23. On ne nous a pas dit que l'EAC vient négocier avec le droit. Là, c'est ce qu'on appelle zone tampon là. Les Congolais sont contre cette zone tampon. Nous, on attend l'EAC sur la ligne de front en train de neutraliser l'M23. C'est tout ce que la population du Nord Kivu attend. Les retraits fantaisistes, on n'en veut plus. Et donc aujourd'hui, rien que dans le territoire de Massissi, il y a maintenant 100 villages, non, le territoire de Rutshuru, 100 villages entre les mains de M23. Et hier, comme je disais, un grand village est tombé entre les mains de M23. Et donc, tout ce que la population a sont les affrontements entre l'IAC et les M23. Et l'autre sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, monsieur le député, comment avez-vous analysé le deuxième communiqué des États-Unis d'Amérique qui réitère leur position contre le soutien du Rwanda au M23? Oui, nous pensons que ce que les Nations Unies disent aujourd'hui, je ne sais pas l'Union africaine, je ne sais pas l'Union européenne, nous on a commencé à dire ça à l'époque des CNDP. Donc depuis 2009, nous soulignons toujours que les rébellions à l'est du pays sont soutenues par les gouvernements rwandais. Donc c'est un non-événement, ce n'est pas une nouveauté. Les Congolais ont toujours dit ça chaque jour. C'est cette même communauté internationale qui continue à être partenaire privilégié du Rwanda, du régime de Kagame. Vous avez vu même que l'Union européenne était au point de remettre, je ne sais pas, 20 millions de dollars pour renforcer l'armée rwandaise. Et donc, ce n'est pas du nouveau. Tout ce que nous sommes en train de reprocher dans tout ce qui se passe, c'est d'arrêter l'hypocrisie. Cette hypocrisie de la communauté internationale doit s'arrêter. Cette hypocrisie du Rwanda doit s'arrêter. Même un fœtus, même un bébé au Congo, à Goma, tout le monde connaît que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre et c'est ce Rwanda-là
a des soutiens de la communauté internationale, des grandes puissances mondiales, et c'est connu de tous. Donc, je pense que c'est un non-événement. Les simples déclarations, les simples recommandations au M23 et aucune sanction contre les Rwandais, c'est seulement une poudre aux yeux. Merci beaucoup Alain Siwako pour toutes ces précisions. L'opération d'enrôlement des électeurs poursuit son bonhomme de chemin dans la première zone opérationnelle à Mbandaka. Le président de la Fédération de karaté du Congo continue la sensibilisation auprès de la population. Encadreur de la jeunesse et notable de l'Équateur, Maître Freddy Lacombo continue la sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs. Après avoir participé au premier culte de l'année, Maître Freddy Lacombo a saisi l'opportunité pour appeler le chrétien à se faire enrôler massivement pour élire les nouveaux dirigeants en 2023. Aussitôt arrivé hier à l'Équateur, je suis allé accomplir mon devoir civique. Voilà pourquoi je demande à toutes les filles et à tous les fils de l'Équateur de s'enrôler afin de changer les choses lors de prochaines élections. Faisant d'une pierre deux coups, Maître Freddy Lacombo va dégourdir les jambes en participant à une rencontre de football opposant l'AS Babeti Yassika à l'US Mbandaka. Après ce match, il va inviter les sportifs à se faire enrôler massivement. Nous avions pris l'engagement d'encadrer la jeunesse de cette ville. Dans un premier temps, nous avons commencé avec le football. Il y a eu ASBS depuis 2016. Aujourd'hui, ISMBA depuis 2018. Nous sommes en train, sûrement et logiquement, d'essayer de montrer ou de susciter cette compétitivité de la jeunesse, cette émulation de la jeunesse dans le cadre du sport. La phase prochaine sera peut-être dans le cadre de la formation des métiers pour permettre à ces jeunesses d'avoir non seulement à prouver et à mener très haut leur talent, mais aussi à démontrer de quoi elle est capable. Visiblement, Maître Freddy Lacombo fait de la sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs, son cheval de bataille, afin de permettre à sa province d'avoir le plus grand nombre de sièges. Et la journée du 4 janvier 2023 a été célébrée avec faste dans le territoire de Kassangoulou, groupement de Ntampa. C'était une occasion pour le numéro 1 de ce groupement de remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a songé à sa population lors des festivités de fin d'année. Entouré de ses chefs de village de Ntampa, du secteur de Luila et la population du territoire de Kassangoulou, Sa Majesté Mfumu Difima a dans son allocution remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour les vivres leur envoyés pendant les festivités. En cette journée du 4 janvier, pour nous, c'est l'occasion de non seulement remercier nos ancêtres qui ont pu à cette date donner l'indépendance à la RDC, mais également souligner qu'à cette date, avant cette date, qui Ntampa a décidé l'indépendance de la RDC. Je voudrais également remercier le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, pour le geste ô combien symbolique qu'il a eu à adresser au chef coutumier au travers de cette distribution, minime soit-elle, petite enveloppe de riz, de poulet que nous distribuons autour de nos autorités traditionnelles pour leur faire comprendre que 2023, c'est l'année de l'autorité traditionnelle. Nous voudrons ici rappeler à l'autorité, la haute autorité coutumière qui est le chef de l'État, que l'autorité coutumière est avec lui, que nous sommes contents de cette approche qu'il a envers nous et que nous voudrions que cet acte, ces gestes soient retenus comme l'accompagnement de l'autorité traditionnelle. Nous attendons son invitation pour mettre au point tout ce qui est important, tout ce qui est lié à la RDC. La RDC ne peut jamais se maintenir si nous ne partons pas de l'ancestral. Un sentiment de satisfaction partagé par la population d'Ntampa qui a remercié à son tour le président de la République. Il s'est de rappeler que la rencontre du jour s'inscrivait non seulement dans le cadre de la célébration de la journée des martyrs, mais aussi une occasion pour Sa Majesté Mfumu Difima de fêter avec sa population d'Ntampa la fin de l'année 2022. Et au Maniema, le Forum pour la paix, la cohésion et le développement prévu initialement du 11 au 12 janvier est reporté à une date ultérieure. Annonce faite par le président du comité organisateur de ces assises qui devrait réunir les filles et fils de la province. L'évêque François Abéli explique que c'est sur décision du Conseil provincial de sécurité que ces assises ont été annulées. J'ai reçu une délégation du Conseil provincial de sécurité qui venait me communiquer la décision du Conseil provincial de sécurité nous demandant de repousser la date de l'organisation du forum.
Et les raisons, ils ont dit quelques jours dans la ville, on a assisté à la marche de femmes et des militaires. Au cours de la marche, ils auraient proféré de menaces, ce qui fait que une délégation doit venir incessamment de Kinshasa, de la présidence de la République et du ministère de la Défense, de la Sécurité, du ministère des Droits humains, pour des enquêtes de sécurité dans la province, pour entre autres aborder ce cas-là. Et voilà pourquoi ils estiment que comme province, ils ne seraient pas en mesure de couvrir sécuritairement et le travail de la commission qui arrive et le fils et filles du Maniema qui sont attendus. Et je leur dis que je prends acte, mais que je ne partageais pas la justesse de cette décision-là parce que c'est clair qu'il y a autre chose derrière une telle décision. Et voilà pourquoi je voudrais communiquer officiellement après concertation de tous les organisateurs qu'il ne nous est plus possible d'organiser ce forum du 11 au 12 janvier. Et l'actualité en Afrique, contre toute attente, le président en exercice des États ouest-africains CEDEAO a assuré mercredi 4 janvier qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat, malgré leur ultimatum pour laisser justement la médiation togolaise travailler à la libération des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. Héritier Ntambwa. C'est lors d'une rencontre avec la presse mercredi à Bissau que Oumaro Sissoko Embalo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et chef de l'État bissau-guinéen, a déclaré qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat. Nous avons accordé un temps pour permettre à la médiation togolaise de faire son travail afin de résoudre les problèmes. C'est juste une question de bon sens, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président togolais Faure Gnassingbe était pendant ces temps en visite à Bamako. Il a plaidé la grâce présidentielle à assurer à l'agence France Presse un responsable de la présidence malienne. Une source proche de la présidence ivoirienne a affirmé à l'AFP qu'il était attendu à Abidjan après sa visite au Mali. Depuis le 10 juillet, la Côte d'Ivoire exige la libération de ses soldats en niant catégoriquement qu'ils aient été des mercenaires, affirmant qu'ils étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali. L'accord trouvé entre le Mali et la Côte d'Ivoire laisse ouverte la possibilité d'une grâce présidentielle du chef de l'adjointe militaire malienne, Assimi Goïta, qui n'a pas mentionné les soldats ivoiriens dans son discours de fin d'année samedi. Et dans le monde, ce jeudi 5 janvier, sur la place Saint-Pierre au Vatican, se sont déroulées les obsèques du pape Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier. Les funérailles ont été présidées par son successeur, le pape François, en présence des dizaines de milliers de personnes, dont des nombreux chefs d'État et de gouvernement. Commentaire de Rufus Lukanga. Sous un ciel si bas que la coupole de la basilique n'était pas visible, les fidèles venus du monde entier ont progressivement afflué la place Saint-Pierre pour participer aux funérailles du souverain pontife défunt. L'événement est relativement inédit. Le pape François préside personnellement les obsèques de son prédécesseur, Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, pape émérite décédé samedi 31 décembre à 95 ans et qui avait renoncé à sa charge en 2013. Le cercueil de bois renfermant sa dépouille fait son entrée à la place basilique sous un son des glaces. Posé devant l'autel, un exemplaire des évangiles est placé dessus, suivi d'un moment de recueillement au silence récitatif du chapelet. Le pape François, assis sur une chaise roulante, affaibli par des douleurs aux genoux, a dans son homélie rendu hommage à celui qui fut le pasteur des catholiques. Compte tenu de ses problèmes de locomotion, le pape François laisse le cardinal Ray, doyen du Sacré Collège, prononcer la prière eucharistique à l'autel et de bénir la dépouille de Benoît XVI, grand théologien, avocat fervent de l'alliance de la foi et de la raison, et qui fut pendant son pontificat un bouclier contre les réformismes. Cette cérémonie historique a également rassemblé de nombreuses personnalités politiques et des représentants des diverses confessions religieuses. Cette messe d'environ 2 heures, de rites latins et en plusieurs langues,
était concélébré par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres. Benoît XVI, né Joseph Ratzinger, sera ensuite inhumé en privé dans la crypte de la basilique où reposait Jean-Paul II jusqu'à sa béatification en 2011, date à laquelle son cercueil avait été déplacé. Et on va terminer en sport. Le premier contingent des Léopards à prime de la RDC, composé de 28 joueurs et des quelques membres du staff technique, est bel et bien arrivé hier à Tunis. C'est ce jeudi que les Léopards vont effectuer leur première séance d'entraînement au stade Zoutien à 20h. Sur place, la RDC affrontera en amical la Libye avant de rallier Annaba en Algérie le 10 pour préparer son premier match contre l'Ouganda le 14 janvier. On va prendre le rappel des principaux titres de ce journal à présent. La polémique sur le supposé détournement à l'université officielle de Mbuji-Mayi fait la une des médias ce jeudi depuis les chiffres contraires avancés hier par le ministre des Lessus, des chiffres qui ont contredit ceux avancés un peu plus tôt par Isabelle Tshisekedi. Mais pour l'influenceuse Denise Dizochoa en première ligne dans cette affaire, le détournement a bel et bien eu lieu. Et les USA ont une nouvelle fois exigé au Rwanda de retirer son soutien aux rebelles du M23 dont les comportements dans l'est de la RDC ne laissent entrevoir aucune vraie intention de quitter les territoires sous son occupation. Et dans le monde, le pape François a présidé ce jeudi la messe de suffrage de son prédécesseur Benoît XVI, qu'il a qualifié de fidèle ami de l'époux. Joseph Ratzinger sera inhumé ce jour alors que des milliers de fidèles catholiques ont afflué depuis tôt ce matin la grande place de la basilique Saint-Pierre. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, Madame, Messieurs. L'actualité reste incontinue.